Bonjour à tous, salut, bienvenue sur Sino-France. Alors Bonjour. là, on va faire une revue d'actualité avec Pierre. Bonjour. Merci d'être là. Donc normalement, on va faire des vidéos une fois par mois. C'est ce qui est prévu et j'espère qu'on va vous le tenir, surtout. C'est vrai que nous, on est bénévoles, hein, les gars. Donc le plus important, c'est de nous soutenir. Donc voilà, abonnez-vous. Soutenez la chaîne. Soutenez la chaîne. Mettez partagez. des likes, des petits points, des commentaires. Des commentaires. Surtout les commentaires parce que ça nous aide à améliorer la chaîne. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Et ça aide notre ami Mike qui est absolument fantastique sur toutes les vidéos qu'il fait. Et vraiment, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. J'ai eu pas mal de retours. Et d'ailleurs, les gens, ils t'adorent. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, si vous aimez Pierre, dites-le. Non. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on vous montre vraiment la Chine de l'intérieur. C'est ça. L'intérieur, c'est-à-dire que tel que nous, on la vit tous les jours. Au quotidien. Au quotidien. Voilà. Et c'est vraiment l'esprit de la chaîne de Mike. C'est ça. Nous, on est à Pékin. C'est de vous expliquer, du moins pas vous expliquer, parce qu'en fait, c'est simplement dire ce que l'on voit, dire ce que l'on ressent surtout, ouais. Et éviter d'avoir des clichés qui sont souvent négatifs vis-à-vis de la Chine. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vous montrer qu'il y a aussi des côtés positifs. Exactement. Et sans propagande, on n'est pas affilié au Parti communiste, on n'est pas affilié, on n'a pas nos cartes, on n'est pas des Wumao à 50 cents, là, comme on voit dans les réseaux sociaux. Donc, on veut vraiment vous expliquer comment on voit la Chine et les informations qu'on a de notre côté, parce que on le voit souvent, les informations sont biaisées. Et cette vidéo mensuelle va être un peu un rappel de ce qui s'est passé dans le mois. Mais aussi... en fait, c'est une vision alternative de ce qu'on peut voir dans tous les médias. Que ce soit les médias occidentaux ou même chinois, ben nous, justement, on essaye d'être au milieu. Voilà. Parce que c'est un créneau... Moi, c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne, en fait. Ouais. C'est que c'était un créneau qui était vacant. Tu vois, il n'y a personne qui est vraiment au milieu. Donc nous, on essaye de faire ça, c'est pas facile. Et on n'a pas la prétention d'être les meilleurs ou quoi. Mais bon, écoute, on verra. En tout cas, le programme aujourd'hui, donc, on va commencer par... Donc là, c'est la revue de presse sur la revue d'actualité, sur ce qui s'est passé cet été. Voilà, donc là, c'est la rentrée. Donc on va commencer par Pelosi à Taïwan. On va enchaîner toujours à l'international avec l'Afghanistan. Oui, là, ça fait 1 an que les Américains sont partis après 20 ans d'occupation, je ne sais pas comment on peut dire. Ensuite, on va commencer, donc là, on va se diriger plus vers le local avec la sécheresse, les inondations qu'il y a eu à Chongqing et dans d'autres endroits en Chine. Et on va faire des parallèles avec la France parce que la France a vécu les mêmes problèmes. Enfin, c'est mondial, hein, de toute manière. Et ensuite, économie et technologie. Voilà, c'est un beau programme. Hein. Merci. Donc, c'est pas mal. Alors, cette visite de Pelosi, comment elle a été ressentie? Parce qu'en fait, c'est le problème. Le problème, c'est que depuis très longtemps, la Chine a conclu, disons, les premières relations diplomatiques de la Chine avec les États-Unis datent de 1844. En fait, le premier ambassadeur a présenté ses lettres de créance à la dynastie Qing, parce que c'était encore, à l'époque, c'était la dynastie impériale. Donc, cet ambassadeur-là a présenté ses lettres de créance en 1844, et ensuite, en 1885, la Chine, qui avait déjà Taïwan, ça appartenait à la Chine, en fait, depuis 1684, en fait. Ouais. Donc, la Chine de l'époque, donc la Chine impériale, a fait de Taïwan la 20e province chinoise, à l'époque. Donc, c'était en 1885, ça a été officialisé. Et ensuite, donc, en 1895, Taïwan, il y a eu une guerre entre la première guerre sino-japonaise,
Et en 1895, les Japonais ont envahi Taïwan et ont volé, à l'époque, parce que ça appartenait à la Chine, donc ils ont volé à l'Empire Chine, Taïwan à la Chine. Donc ça, c'est en 1895. Ils l'ont conquis. Oui, ils l'ont conquis, mais en fait, ensuite, donc ils ont... Non, en fait, ça a été signé sur un traité, le traité de la fin de la première guerre sino-japonaise. Ouais. Et de ce fait-là, donc... la Mandchourie, c'était après? Après, en 1937. Là, ah donc, oui, bien plus tard, donc. Ouais. Les invasions, en fait, non, l'invasion de la Mandchourie a été aux alentours de 28, je crois. Au moment où il y a eu la chute, en fait, après Sun Yat-sen, il y a eu donc pas mal de troubles. J'ai failli mettre une photo de lui ici, d'ailleurs. Oui, c'est le père de la République chinoise, en fait. C'est ça. Donc, et ensuite, donc, qui était d'ailleurs plutôt à droite, et avec une vision d'une république très nationale, en fait, une vision très nationaliste, et c'est pour ça qu'en fait, Chiang Kai-shek a été un des fervents supporters de cette république, et qui était la République nationale. En fait, tu vois, Sun Yat-sen, tu sais, il a sa statue à la cité interdite. Juste en dehors, en fait. Il a des statues dans beaucoup de villes mais aussi à chinoises, Taïwan, en fait. À oui, Taïwan, c'est ce que tu m'as dit. Dans le palais présidentiel, il y a sa photo en énorme, en fait, si tu veux. C'est la référence. Bah, en fait, oui, c'était le mentor de Chiang Kai-shek. Donc, et réellement, il a eu un rôle très important dans la création de la République chinoise. Ouais. Donc, que ce soit la première République, ou ensuite la République populaire de Mao Tse-tung. Ouais. Donc, pour en revenir à cette... On accélère un petit peu sur l'historique, quoi. Sur Pelosi, en fait. Ouais, voilà. Cette visite a été très très mal perçue parce qu'en fait, les Américains avaient signé 3 accords. Oui. Donc, même plus. Si tu comptes l'ONU... Non, les vrais accords officiels les vrais accords officiels, en fait, sont de 3. Il y a eu d'abord la première déclaration suite à la visite de Richard Nixon, qui avait été une visite absolument exceptionnelle. Pour officialiser les liens diplomatiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de la guerre, du Vietnam, et il y a eu le chancelier Kissinger qui s'est envolé pour des missions diplomatiques secrètes à Pékin en 1971. Il a amorcé en fait le... Et ensuite, donc, il a rencontré, à cette époque-là, il avait rencontré le Zhou Enlai. Et le 15 juillet 1971, le président Nixon a annoncé à la télévision en direct qu'il se rendrait en République populaire de Chine, alors que ça faisait plus de 20 ans, donc après la guerre et après la déclaration de 1949, donc qu'il n'y avait pas de relations diplomatiques avec la Chine. Et pourquoi c'est important? Parce que durant cette époque-là, l'ambassade de Chine était à Taïwan. C'est-à-dire que la Chine reconnaissait comme seul gouvernement, reconnaissait l'île de Taïwan et le gouvernement de Chiang Kai-shek comme gouvernement principal de la Chine. Ouais. Et à la suite de ça, donc, Nixon a déclaré que c'était une visite de la semaine qui allait changer le monde, parce qu'effectivement, donc en 1972, le 27 février 72, lors de sa visite officielle en Chine, qui a duré une semaine, il y a eu un communiqué de Shanghai. Et le communiqué de Shanghai a établi fermement que les deux pays se sont engagés à une normalisation complète des relations diplomatiques et que la Chine allait, du moins les États-Unis allaient tout faire pour que la Chine
soit reconnue, du moins la République populaire de Chine, soit reconnue comme seul et unique pays représentant la Chine. Alors ça a été fait en 1979. Le 1er janvier 1979, il y a eu les États-Unis, il y a eu Jimmy Carter en fait qui a fait une déclaration de reconnaissance mutuelle des États-Unis d'Amérique le 1er janvier. Donc, les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine et ont établi des relations diplomatiques avec elle en tant que seul gouvernement légitime de toute la Chine. De toute la Chine, ça veut dire Taïwan compris. Oui. Et bon, après, il y a eu le statu quo. Depuis ce jour-là, les États-Unis ont retiré leurs ambassades. Ils ont fermé les ambassades à Taipei. Donc en 1979, ils ont fermé l'ambassade de Taipei et ils ont ouvert la première ambassade, donc du moins pas la première parce qu'il y avait eu l'ambassade depuis 1844, mais elle avait été fermée en 30 après la guerre en fait, elle avait été fermée à la suite de l'invasion japonaise. Les Japonais ayant saisi Pékin, les Américains s'étaient réfugiés à Nanjing. Puis Nanjing a été pris par les Chinois, les Japonais également, et donc ils sont réfugiés à Chongqing. Et ensuite, donc, l'ouverture officielle des ambassades des États-Unis à Pékin a scellé la reconnaissance d'une seule Chine, d'un seul gouvernement, Taïwan compris. Et ça, c'est les textes. C'est des textes officiels, c'est des textes D'ailleurs, Charles de Gaulle, il l'avait fait bien avant. Alors, Charles de Gaulle, justement, on peut en parler. Tu connais la date? Oui, c'est en 1964, le 1er janvier. Donc 1964. C'était 20 ans avant les Américains, quoi. 15 ans, oui. 15 ans avant. 15 ans avant, donc en fait, c'était déjà un visionnaire. Charles de Gaulle était un visionnaire, et on retrouve maintenant dans sa stratégie sur l'ouverture vers l'ouest et vers l'est, pardon, et sa défiance vers les occidentaux et ses alliés de la guerre 39-45, parce qu'en fait Roosevelt et Churchill étaient quand même à l'époque les alliés de la France dans cette guerre 39-45. Surtout Churchill, quoi. Hein. C'est Churchill qui nous a sauvé la peau. Hein. En fait, les Allemands ont été pris en tenaille, hein, il faut quand même pas l'oublier. Il y a eu les Russes qui ont fait le front de l'Est avec des pertes énormes pour l'armée allemande. Et russe. Oui, les Russes ont perdu 26 millions de personnes durant toute la guerre. Mais réellement, pendant cette période, l'invasion russe de l'époque a réellement sauvé une partie de l'Europe. Et il faut quand même... Il n'y aurait pas eu les Russes, je suis pas sûr qu'on aurait pu faire grand-chose. On parlerait peut-être allemand maintenant. donc voilà, ça c'était... Alors... C'était le plus gros. Le front de l'Est était le plus gros. Oui, bien sûr. Mais là, on s'évade. On s'évade. Alors, nous allons continuer donc la visite de Pelosi, qui est quand même le 3e personnage officiel. Ouais. Attends, moi j'ai une anecdote là-dessus en fait. Oui. Et après je vais te laisser continuer. Oui. En fait, c'est un ami américain qui est là depuis 20-25 ans. Où ça? À Pékin. Oui. Il est à Pékin depuis 25 ans, même plus, j'en sais rien. D'accord. Il a 66 ans, je crois. Très bien. Comme ça. Donc c'est un ancien. Oui. Et en fait, il parle parfaitement chinois. Il a écrit des livres sur la Chine. Donc, c'est un Américain, tu vois. Il adore la France. C'est ce genre de mec, en fait. Tom quelque chose. Ah, d'accord. Non, mais je préfère pas... Bien sûr. Tu vois, ok. Donc, il sait pas qu'on parle de lui, non, mais je suis sûr qu'il s'en fout. Mais en tout cas, voilà, Tom, que je salue. Et en fait, tu vois, c'est ce genre de mec, je sais pas si tu vois, américain qui adore la France, tu vois, il est tout au courant de l'Europe, il connaît très bien, tu vois, ce américain old school, quoi. Et bon, il adore la Chine, il a vu la Chine prendre son envol, entre guillemets. Et en fait, il était là quand le mec est venu. Il y a 20 ans ou 25 ans.
Quand Nixon est venu? Non, le mec, là, le numéro 3. Nancy Pelosi. Ouais, le Nancy Pelosi de l'époque. D'accord. Parce qu'en fait, tu sais que les médias occidentaux, ils ont tous dit Ouais. Ah, Pelosi, c'est le numéro 3, c'est pas arrivé depuis 25 ans. Oui. Tu vois? Oui. Et bien, en fait, mon collègue, il était là quand lui, là, il est arrivé. D'accord. Et il a un nom un petit peu chelou que je vais retrouver. Et en fait, il m'a dit un truc que ça m'a vraiment choqué, tu vois. Oui. C'était pas du tout ce que les gens disaient, en fait. D'accord. Pelosi, elle est allée directement à Taïwan. Ok? Enfin, elle a fait son petit tour d'Asie. Elle a fait son tour d'Asie, Oui. elle est allée à Taïwan. Oui, c'était sa Singapour, dernière ouais, visite, ça. en fait. Ouais. Et Mais sauf que c'était son objectif principal. bien sûr. Parce que les autres pays, Singapour et tout, qui en a parlé? Personne. Bien les sûr. médias, ils se sont focalisés sur guettaient la crise. Son avion. Sur Internet, tu avais son avion. Ah, vous pouvez suivre son avion. Oui, oui. Tu vois, donc ils attendaient que ça. Sauf que mon collègue Tom, ce qu'il m'a dit, et ça, je ne le savais pas, Oui. et ça a été mentionné nulle part, c'est qu'en fait, ce mec-là, donc, dont j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai, en fait, il a commencé par aller à Pékin. Oui, Avant d'aller à Taïwan. Oui, ça, je me souviens. Est-ce que tu vois la différence? Ça n'a rien à voir. Bien sûr. C'est comme si Macron mais il justement- va à Berlin Ouais. et ensuite il va à Munich. Voilà, On s'en bat exactement. les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Pardonnez mon langage, Ouais. mais on s'en fout. C'est en fait- une visite, on va dire, dans un autre endroit qui va vraiment respecter le statu quo. Et la Chine avait plus ou moins approuvé ce voyage. Ils n'étaient pas contents, bien sûr, mais bon, c'est passé en fait. Parce que il est d'abord allé à Pékin. Enfin, il a vraiment, au niveau du protocole, ça n'a rien à voir. Exactement. Tu comprends? Et alors, Pelosi, elle serait allée à Pékin, puis à Taipei. Déjà, je pense que ça se serait passé totalement différemment. D'autant plus qu'il faut quand même Et puis, souligner il y a que le dans discours, les accords que ont signés les Américains et entre les accords de Shanghai, l'accord diplomatique de 1979, il est quand même important de noter que les Chinois, le gouvernement de la République populaire de Chine avait reconnu une concession commune qui était que les Américains avaient le droit, dans cet accord, d'avoir des relations culturelles et des relations commerciales avec Taïwan. Oui. Donc, c'est-à-dire que, à une seule condition, que ce ne soient pas des visites officielles ou diplomatiques ou effectivement, pour amener la zizanie dans l'île. Donc, à partir du moment où vous respectez une seule Chine et vous considérez Taïwan comme faisant partie intégrale de la Chine et que vous avez signé des accords, vous n'allez pas, en tant que personnage officiel numéro 3 des États-Unis, aller... Et là, en plus, ça s'est enchaîné parce qu'il y a une autre femme qui est venue. Alors là, il y a eu 4 visites derrière. T'as vu? Il y a eu 4 visites. Donc, alors, faut aussi parler, que s'est-il passé une fois que Nancy Pelosi donc, a rencontré effectivement la représentante du parti, la présidente du parti démocrate populaire, et qui est en fait le parti indépendantiste, parce qu'il y a plusieurs partis. Non, j'irai pas jusque-là. Si, c'est le parti indépendantiste de Taïwan. Non. C'est-à-dire toute leur stratégie. Ils poussent. Moi, je connais très bien Taïwan. Oui. J'ai habité là-bas 6 ans, etc. Tu connais mon parcours. Non, je suis d'accord qu'ils poussent. En fait, ils se servent de ça, mais dire que c'est le parti indépendantiste, non, je suis pas d'accord, tu vois. Je suis d'accord ils sont dans la provoque, c'est elle qui a reçu Pelosi, tu vois, ils sont dans la provoque, Ouais. mais indépendantistes, non, parce qu'en fait, c'est la ligne rouge, tout simplement. Et qu'au fond, les Taïwanais eux-mêmes ne souhaitent pas, c'est mon avis, ne souhaitent pas franchir la ligne rouge. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire face à la Chine, quoi. Ouais. Tu vois?
Et bon, il y en a qui se sentent pousser des ailes, mais je pense que c'est une minorité. Alors, donc on était en train de parler de la 4e visite, qui est celle de Marsha Blackburn, oui, qui est également donc membre des comités du commerce et des services armés du Sénat. Armés quand même, c'est-à-dire qu'on joue vraiment avec le feu. Mais en plus, on joue avec le feu. Taïwan, au niveau de l'armement, c'est des milliards et des milliards chaque année qu'ils achètent aux Américains. C'est aussi le problème. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que Taïwan n'a rien à craindre officiellement. Elle n'a rien à craindre dans la mesure. Bon, je pense qu'il ne se passera rien. Elle n'a rien à craindre. Les Chinois. Ça c'est quelque chose qu'on pourra en reparler. Mais connaissant, si tu connais si les gens qui nous regardent connaissent vraiment la Chine, c'est pas une culture agressive, militaire. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis en fait. Ça, je pense qu'il faut voir. Je pense qu'il faut voir sur l'Afghanistan qui est notre prochain sujet. Voilà, on va terminer rapidement sur le dossier de Pelosi. En fait, il y a eu beaucoup de provocations. Il y a eu beaucoup de provocations. Il y a eu d'abord cette visite. Donc, les Chinois ont répondu. Bien sûr qu'ils ont répondu. Pourquoi ils ont répondu? Parce qu'il ne faut pas dire « Ah, mais les Chinois, ils ont attaqué l'île et ils ont fait des manœuvres militaires. » Attention, il faut savoir que quand on a des accords signés avec un pays comme les États-Unis et qu'on ne montre pas que ce qu'ils font n'est pas respectueux des termes et des accords qu'ils font, ça veut dire qu'on baisse les bras. C'est qui le numéro 3 Ça veut dire qu'on bras. Alors, on admet que par exemple, le numéro 2, Li Keqiang, vient en Corse. Il va voir les indépendantistes corses. Il leur dit, écoutez, je vous soutiens. Imagine, il va au Texas. Mais mais parlons de la France. Ouais. Ça s'appelle Sino-France. Donc, on voit demain un dirigeant chinois venir soutenir des indépendantistes français. Je pense quand même que notre gouvernement, il va réagir. 2, il va montrer que on arrête les conneries, quoi. Et là, c'est ce que la Chine a dit. Attendez, vous avez reconnu que Taïwan, en 1979, vous l'avez reconnu. Vous avez signé la résolution 2578 de l'ONU, et vous avez en 72 également donc fait le communiqué de Shanghai. Donc vous avez 3 fois mis votre signature en bas de quelque chose que vous ne respectez pas. Non, donc mais y a la Chine, à un moment donné, elle dit, attendez, moi je suis le patron chez moi, vous avez reconnu que je suis le gouvernement souverain d'une seule Chine, et ça c'est quand même écrit sur les textes, donc vous avez reconnu que vous êtes le gouvernement souverain, donc si vous venez me chatouiller, il est normal que je vous montre que si vous venez trop me chatouiller, vous aurez aussi des problèmes. Donc ils ont montré derrière ça, et c'était pas ce qu'on a lu dans la presse est quand même un peu biaisé, parce que moi admettons que demain matin vous avez, et c'est ce qui s'est passé encore d'ailleurs cette semaine, vous avez 2 croiseurs qui sont passés devant les côtes, dans le détroit de Taïwan. Ouais. Ça veut dire que si demain, imaginez demain, 2 croiseurs ou 2 super torpilleurs ou 2 bâtiments de la marine chinoise vont aller dans la Manche. Oui. C'est pareil. On est entre c'est exactement la même chose. Donc, si on a des bateaux chinois qui vont des bateaux militaires, hein, pas des bateaux de commerce, des bateaux militaires qui vont venir vous narguer dans le détroit de la Manche, quelle va être la réaction? Non seulement des Anglais, mais c'est pas si les Chinois veulent le faire, ils peuvent parce que c'est des eaux internationales. Mais c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que et en fait, simplement, c'est que
des exercices militaires devant chez vous, ça veut dire quand même que, attention, En fait, c'est pas ça. C'est la fréquence à laquelle ça se passe. Si les Américains envoient une frégate par an, tout le monde s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la fréquence à laquelle ils le font. Bah, pour ainsi dire, tous les mois. Qui montre les provocations. Aussi, tu as je crois que c'est la 6e flotte. 6e flotte. Je crois qu'il y en a 6e flotte du Pacifique. Qui est avec avec le Nimitz, les super porte-avions atomiques et ainsi de suite. Donc il faut quand même, à un moment donné, relativiser les choses, parce que si demain vous avez la flotte chinoise qui s'installe comme les Russes s'étaient installés à Cuba, ça avait fait quand même un pataquès avec l'histoire des missiles. Donc si demain on aurait en Sicile par exemple, si les Italiens et les Chinois font un accord et que les Chinois vont s'installer en Sicile et vont commencer à faire des exercices dans la Méditerranée, en face des côtes françaises, en face de Toulon et tout. Il y a un moment donné... Bon, on va enchaîner sur l'Afghanistan. Mais il faut quand même bien faire la part des choses. Il y a beaucoup de provocations, alors qu'en ce moment, la tension mondiale est quand même très importante. Donc il faut faire attention. Oui, du point de vue des Américains, une guerre, c'est aussi une solution. C'est surtout beaucoup d'argent. C'est ça le problème. C'est beaucoup d'argent et le complexe militaire-industriel. Oui, c'est beaucoup d'argent. Bon, justement, ça nous fait la transition sur l'Afghanistan. Alors l'Afghanistan, parle-moi de l'Afghanistan. On est en plein dedans. Oui, alors parle-moi de l'Afghanistan. Encore une fois, c'est qui? C'est les Américains. Il y a eu les Russes aussi. C'est vrai. Les Soviétiques. Donc en fait, alors, ça fait un an que... Ils sont partis. Vite fait, bien fait. Alors... Il y a eu des vidéos d'ailleurs, tu sais, quand ils s'accrochent aux avions, là, les Afghans. Oui, c'est triste. Horrible. Donc, cet épisode, en fait, pourquoi on parle de la Chine et de l'Afghanistan? Parce que durant cette période d'un an, il y a eu beaucoup de relations diplomatiques entre la Chine et les talibans, d'une part, pour essayer de les aider sur la reconstruction, parce qu'on attend encore... Il y a eu beaucoup d'aide alimentaire. On attend quand même l'aide américaine qui a détruit tout le pays. Et déjà, tu vois, je pense qu'il faut commencer par dire le régime. L'Afghanistan, déjà, c'est un pays extrêmement pauvre. Oui, pauvres, ils ont des ressources minérales. Ils ont des ressources. Mais si c'est pas exploité, si c'est là que ça dort... C'est ça, c'est aussi. Et alors, ils ont fait... 1000 milliards, je crois, qu'il y a de ressources. Donc, il y a du fer, du cobalt, enfin, il y a plein de choses. Et là, apparemment, les Chinois, ils veulent aider dans le développement de ça. Et en fait, au final, tu regardes. En fait, je pense que l'équation, c'est ça. Tu as eu 20 ans d'Américains où c'était tellement la merde qu'ils ont été obligés de partir. Et là, en fait, les Chinois, comment ils fonctionnent depuis des milliers d'années? C'est le business. Tu vois? C'est le business. C'est pas l'armée, tu vois? Nous, en fait, on est des descendants de Rome au final. Et Rome, c'était l'armée, les légions. Tu vois? Et ça, c'est resté encore aujourd'hui. Les Américains, ils se revendiquent de Rome. Tu regardes, ils ont l'aigle de partout, etc. Tu vois? Ça, c'est le truc qui fait rêver. Même les nazis à l'époque, la Russie, ils ont l'aigle aussi, l'Allemagne, Napoléon, il avait l'aigle aussi. Et c'est vraiment le militaire, c'est super important, tu vois. Bon, là, les Chinois, ils sont à fond sur le militaire maintenant, évidemment. Mais ils sont à fond sur le défensif. En fait, ils veulent récupérer. Ils sont... Non, parce qu'en fait... Et ils veulent récupérer le retard qu'ils avaient. Ou qu'ils ont par rapport aux Américains. C'est pas une question de retard. La différence. C'est pour rééquilibrer... On a eu, après d'ailleurs, on peut en parler, parce qu'il y a eu la mort de Gorbatchev hier. D'ailleurs, c'est partout dans les médias en ce moment en Chine. En Chine, c'était quand même un personnage important.
Mais même sur le plan, géopolitique, Gorbatchev, quand même, était un personnage important qui a plus ou moins équilibré le monde, mais qui a détruit cet équilibre. Il y avait l'URSS et les États-Unis, c'était deux blocs qui étaient... À l'époque, il n'y avait pas la Chine. Et donc, il y avait quand même ce bloc russe qui maintenait... Pendant ce moment-là, on n'a pas eu de guerre en Europe. Après la chute du mur de Berlin, on a eu des guerres en Europe. Oui. On a eu la Yougoslavie, on a eu le Kosovo, on a eu... Donc, tant qu'il y avait cet équilibre entre les forces de l'URSS et le bloc atlantique... La guerre froide. La guerre froide, c'était quand même une période de relative stabilité. Ben, c'était les 30 Glorieuses. En France. Et justement, ce qu'il faut quand même voir, c'est que à la chute du mur de Berlin, c'est là où ça a commencé à déstabiliser le monde. C'est ça. Et c'était un bloc tellement gros que... Mon propos était de dire que la Chine, en ce moment, essaie de rééquilibrer ce monde qui part en zigzag, là, un peu. On voit avec les conflits qui existent un peu partout, essaye de rééquilibrer cet équilibre, du moins, rééquilibrer cet équilibre, c'est un pléonasme, mais de rééquilibrer les forces entre l'Est et l'Ouest, oui, en essayant de stabiliser la situation pour une harmonie, plus de paix, plus de commerce ensemble. Parce qu'en fait, s'il y a la paix et l'harmonie... Non mais écoute, c'est ça en fait que je voulais dire sur l'Afghanistan en fait. Mais justement... Le business qui va ramener la prospérité, comme ils se sont développés eux-mêmes les Chinois, ouais, avec le commerce. Bien sûr. Et bon, les routes de la soie, etc. Et il faut savoir que l'Afghanistan est un voisin de la Chine. Oui. Ils ont une frontière commune. Ah bah bien sûr, la frontière qui est... Donc, au Xinjiang. Au Xinjiang, c'est ça, ouais. Il y a une frontière commune qui est avec le Xinjiang. C'est un petit corridor, c'est pas énorme, mais bon, ça compte. Hein. C'est une frontière réelle. Sur les 5600 km des frontières du Xinjiang, il y a effectivement, je crois, 1000 km avec l'Afghanistan. Donc, ce qui est quand même important. Je crois pas que ce soit 1000 km. Hein. On regardera ça, on regardera. Moi, je dis plutôt 20 km. Ah non. Toi, tu dis 1000. Ah, non, il n'y a pas. On vérifiera, je vous le mettrai. Voilà. Alors, on a parlé de l'Afghanistan, mais justement, il y a eu un sondage qui a été réalisé par un groupe de réflexion en Chine sur des plateformes de médias sociaux. Et en fait, ils ont demandé quel était, à votre avis, le résultat et l'impact de la guerre et son impact sur l'Afghanistan. Et donc, plus de 80% des personnes interrogées pensent que la guerre a été un échec. A été un échec. Bah, s'ils sont partis. A été un échec pour plusieurs raisons. On était en train de boire un peu de thé. Jasmin. Un thé au jasmin. On a eu l'information. Vas-y. Tu peux la donner. On a eu l'information que c'était 92 km la frontière afghane. C'est ça. Donc, la frontière afghane. Donc, pour terminer ce sondage, 80% des personnes interrogées sur plus de 140 000 réponses venant du monde entier. C'est ça. C'est pas, ils n'ont pas que interrogé des Chinois. Voilà. Ils ont qualifié cette guerre d'un échec. Tu sais, même les médias mainstream en Occident, ils le disent, que c'est un échec. Ouais. Hein. Tu peux pas le cacher. Hein. En fait, voilà. Donc, c'est triste. La situation, il faut la surveiller de près parce que c'est un pays qui est en reconstruction. En fait, tu vois. Et c'est ce qui se passe, quoi. Un peu partout dans le monde. C'est que les Chinois, ils ont gagné sans rien faire. Et ça, c'est vraiment typique de la pensée chinoise, en fait, profonde. C'est-à-dire que eux, boum, les Américains se partent, ils disent « Ah, ben regardez, nous, pendant 20 ans, on est resté en retrait, on est vos voisins, on est là. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire, les talibans ?
nous, si vous voulez, bon, déjà, immédiatement, ils ont apporté de l'aide alimentaire. Bon, ça, c'était dans l'urgence. Mais là, ils ont toute une proposition d'infrastructure, parce que les Chinois, c'est ce qu'ils font. Il faut voir, attendez... incorporation aussi, dans les routes de la soie, etc. Voilà. C'est surtout dans la stratégie de la route de la soie. C'est ça. Donc, la Belt and Road Initiative. Mais la BRI passera par l'Afghanistan et ça sera un des corridors qui va être développé si tout se passe bien. Parce qu'on n'est pas encore... C'est trop instable. Pour l'instant, comme c'est juste des... Voilà, ça on n'en est qu'aux prémices, d'une part de cette fin de guerre. Les glorieuses, les 20 années, ça a été les 20 années après la guerre de 39-45. Donc, c'est-à-dire que chez eux, le temps que ça se reconstruit, le temps qu'ils réhabilitent un peu tous les secteurs, et puis il faut aussi qu'il y ait peut-être des changements de mentalité à l'intérieur du pays pour que le pays avance. Donc ça l'Afghanistan, je pense que c'est intéressant. Les Chinois sont sur le coup, hein, bien sûr. Comme d'habitude, ils ont une politique d'aide. Ils ont une politique d'aide et on a vu d'ailleurs que... je rebondis là-dessus parce que c'était ce mois-ci également l'annulation de la dette de 27 pays africains. Ouais, j'ai vu ça. Donc ça, c'était important aussi. Très important. Ça montre que, contrairement aux rumeurs qui ont été balancées sur les réseaux sociaux, la Chine n'a pas une politique de dette et d'hégémonie de la dette sur les autres pays, mais au contraire, elle a fait, non seulement elle construit des infrastructures, mais... Elle tient à préserver son image, en fait. Parce que si... C'est pas une histoire d'image, c'est une histoire, c'est que, elle fait marcher son commerce. L'essentiel dans les aides qu'elle produit dans les pays, c'est deux choses. C'est, d'une part, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, nous, on vous construit des infrastructures, on vous prête de l'argent. Les taux sont des taux inférieurs et non pas les taux exorbitants comme on a pu le lire dans la presse, sont inférieurs aux fonds internationaux. Donc ça, c'est ça qu'il faut le dire. Parce que souvent, il y a des malentendus. Écoute, tu peux pas dire qu'il n'y a pas une question d'image. Et donc... Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ils veulent pas, les Chinois, se retrouver dans la situation que les Occidentaux se sont retrouvés. Avec l'image du colonisateur. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que je disais. On n'est pas colonisateur, mais on est partenaire. Et ça, c'est vraiment... On se rend compte sur toute la stratégie chinoise de son développement en Afrique, et c'est pour ça que beaucoup de pays, en ce moment, sont en train de réfléchir à la façon de coopérer, et on l'a vu également avec le voyage en Algérie. Les Chinois sont très présents en Algérie, et ça fonctionne. Oula. Ça fonctionne en Algérie. Les Algériens... Moi, j'en connais qui m'ont dit que voilà, ça se passe pas non plus, c'est pas tout rose non plus. Il faut pas. C'est pas tout rose, mais ça fonctionne. Après, le truc qu'ils ont, les Chinois, c'est qu'ils n'ont pas ce passé colonial et que voilà, ils capitalisent dessus et ils doivent capitaliser dessus. C'est leur stratégie en Afrique. Mais après, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que justement, ces pays-là, ils se méfient. Ils se méfient, c'est normal. Tu vois. Donc. Pour en revenir, donc la Chine a effacé la dette de 27 pays, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que dans tous les pays du monde, que ce soit les États-Unis ou les autres pays occidentaux, il n'y a pas eu ces efforts énormes vis-à-vis d'un pays. Non, ça se fait des fois, la France l'a fait récemment. Mais on le fait de temps en temps. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est le système bancaire. C'est tellement de la merde qu'ils sont obligés de temps en temps de reset. Je pense quand même que... parce que ça gonfle. Oui, mais il y a des mesures à prendre. Les mesures ont été prises. Les mesures ont fait fonctionner avec les investissements sur les infrastructures. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est quel est le bénéfice de tous ces prêts? C'est de faire
évoluer la pauvreté, c'est du développement. Voilà. Ça, je suis d'accord. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça reste, quoi qu'il arrive, tu vois. Alors, on va rebondir justement parce qu'en fait, à la suite, on parlait de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est souvent les problèmes de la sécheresse. Oui. Et cette année, la sécheresse a été partout dans le monde. Là, on a un bon rythme, là. Alors, ça a été dans le transition monde, magnifique. Dans le monde, la sécheresse a été terrible, aussi bien en France qu'en Chine. Alors, en Chine, moi, j'ai lu beaucoup d'articles où c'était une catastrophe incroyable. Alors, tout d'abord, on a de l'électricité. On n'a pas manqué d'électricité, que ce soit dans les grandes villes comme Shanghai, Pékin. En fait, ce qu'ils ont fait à Shanghai, c'est qu'ils ont arrêté les usines, je crois que c'était. Alors voilà, j'allais venir à ce point-là parce qu'en fait, c'est ça que les gens ont vu. On a dit oui, on a eu des coupures de courant et tout ça. Il n'y a pas eu de coupure. Non, il y a plus. C'est faux. Il n'y a pas eu de coupure. Il y a eu des délestages, c'est-à-dire qu'ils ont réduit les quotas pour les entreprises. Ils ont réduit les quotas pour tout ce qui était industriel. Ouais. De façon à ce que le peuple chinois qui représente quand même 1,4 milliard, ça c'est toujours des chiffres qu'il faut garder en tête. C'est vrai. 1,4 milliard de personnes ne souffrent pas de cette baisse d'électricité. Mais il y a eu d'autres. Le problème, c'est que ça nuit à l'économie, quoi. Si les usines sont. Mais justement, le problème, c'est pas un problème. Pour la Chine, c'est pas un problème que ça nuise à l'économie. Le problème c'est peut-être un problème que les Occidentaux voient pour l'économie, comme dans le Covid. La Chine a d'autres priorités. La Chine a des priorités, par exemple, le Covid, la politique zéro Covid, c'est pas une politique de profit des entreprises. C'est une politique de prévention, de santé publique et surtout de maintien des soins pour des gens qui en ont besoin. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que si demain il y a une explosion du Covid en Chine, on a eu d'ailleurs des clusters qui sont un peu partout, et là, notamment avec l'ouverture de Shanghai et l'ouverture des aéroports et le nombre de vols qui arrivent, il y a de plus en plus de petits clusters. Mais les clusters, ils sont identifiés, immédiatement ils sont traités, comme on a eu à Pékin. À Pékin, tu as souffert, toi, des quarantaines pendant la période du Covid, au mois de juillet? Moi, je peux pas dire que je suis content de ça, quoi. Des quarantaines, etc., je peux pas dire ça. Hein. Ah ben moi, je les ai pas vécus, je les ai pas mal vécus, disons. Est-ce que tu as été réellement bloqué ici pendant 30 jours? Comme les gens ont été bloqués, rappelle-toi, à Shanghai ou même à Wuhan. C'était 3 mois. Non. Ça a été quasiment 3 mois. Non, 56 jours. Ouais. Bon, 56 c'est énorme. Mais attends, est-ce que ta vie. Non, moi je vais dire quelque chose. Moi je dis, la vie de quelqu'un n'est-elle pas plus importante que le profit? C'est ça la question. La vie de tes grands-parents, la vie de tes parents, n'est-elle pas plus importante que ta vie personnelle où tu vas avoir amassé de l'argent ou amassé ce truc? Donc c'est une question d'éthique, une éthique de vie, une éthique qui est par rapport, doit-on, et c'est ça la question, doit-on privilégier le fric ou doit-on privilégier la santé? Et je pense que c'est les choix du gouvernement. C'est on privilégie la santé des gens au profit du fric. Écoute, moi, franchement, je pense que, en fait, et nous, on voit ça avec notre petit confort. Moi, je vais te dire, voilà, exactement. Moi, je suis un privilégié en Chine. Ouais. Toi aussi. Peut-être. On habite dans des endroits bien, etc. On n'a pas souffert. Mais après, moi, je sais pas. Les Chinois... et en fait, dans ces histoires comme ça, c'est toujours les pauvres, etc., qui souffrent. Dans toutes les situations. Les pauvres n'ont pas souffert, parce que, en fait, les pauvres n'ont pas souffert. Pourquoi? Parce que l'État, dans toutes les situations où il y a eu, et regarde les gens qui ont été bloqués,
Quand on regarde, même à Shanghai, l'organisation qu'il y a derrière une ville bloquée avec 26 millions d'habitants, c'est ça qu'il faut voir. 26 millions d'habitants étaient bloqués, oui. Mais il y a eu des services qui ont fonctionné, il y a eu l'approvisionnement des gens. Non, mais même si tu restes chez toi pendant 55 jours, mais c'est pas un problème. C'est chiant, quoi. Attends, c'est un problème par rapport tu t'en fous, non, mais non, il faut c'est un sacrifice. Notre égoïsme. Voilà, je pense qu'il faut jouer l'égoïsme et le collectivisme. Et le collectivisme, dans ce cas-là, c'est que la société doit continuer à fonctionner et que le reste de la société, c'est-à-dire 1,4 milliard de personnes, il ne faut pas penser à ça. Il ne faut pas, ma petite personne est la plus importante. Non. Moi, ma position sur le Covid, et je suis... Mais Pierre, il y a un seul pays au monde qui fait ça, c'est la Chine. Oui. Donc toi, tu peux pas dire, oui, seule la Chine a raison, tu te rends compte? Je dis pas que la Chine a raison. Je dis que je serais à la place d'un dirigeant chinois, je me poserais la question de savoir, dois-je... Regarde, en Inde, ils n'ont pas fait ça. Hein. Bah ouais, mais justement, ça a été une catastrophe. Oui, il y a eu des millions de morts. Ouais. Voilà, non, pas des millions, parce que globalement, sur la population mondiale, il y a 6 millions de morts, il y a eu 600 millions. Donc 1 million ça fait plus d'un 1%. Mais si demain, 1% de la Chine meurt à cause du Covid, le gouvernement ne sera pas félicité. Et ça, il faut aussi comprendre. D'ailleurs, au parce Japon, que c'est Amérique. Là, ils sont en train... Les chiffres explosent au Japon. C'est pour mais ça que explose au Japon Shinzo en ce Abe moment. avait démissionné, d'ailleurs. Ça explose. Et ça continue. Donc, c'est des questions éthiques. Doit-on privilégier le fric ou la santé? Et les Chinois choisissent plutôt la santé que le fric. Alors effectivement, nos petites valeurs personnelles d'égoïsme, où on a notre petit confort et d'aller nous promener dans les trucs, eh ben on en a pris un coup, peut-être, oui, mais ils ont sauvé combien de millions de personnes? Ils ont sauvé combien de millions d'autres personnes? Parce que oui, mais écoute, il faut voir. Ça peut pas durer sur le long terme. Donc on verra comment. Attendez, mais on est trop pressé. Va rester pendant, on est très pressé, ans, on est pressé. C'est une nouvelle pandémie. On n'est pas au courant de la pandémie. Les vaccins, on s'est rendu compte. Les vaccins, on s'est rendu compte. L'efficacité des vaccins. Les vaccins te protègent pas. Les vaccins... Non, mais c'est ça qu'il faut voir. Et mais là, ça fait pas un mois que ça vient de débarquer, le Covid. Ça fait, justement, ça fait 3 ans. Non, 2 ans et demi. Mais le problème, c'est que c'est une forme de maladie nouvelle dont on ne connaît pas encore les conséquences sur l'homme, on ne connaît pas les conséquences des vaccins sur les hommes, et on ne connaît pas les effets collatéraux. La Chine a une prévention sage de dire « j'attends, je regarde », comme toujours d'ailleurs. La Chine, ils sont très pragmatiques. C'est vrai. Ils regardent, ils évoluent. Alors, peut-être que ce n'est pas aussi rapide qu'on voudrait, parce qu'on voudrait que ce soit tout rapide. Mais ils ont d'autres problèmes. Les problématiques de la Chine ne sont pas les problématiques des... La France représente 2 villes en Chine. Seulement 2 villes. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir que c'est un pays avec 15 fois les problèmes de la France. C'est-à-dire que le maire de Pékin, quand il se réveille le matin, c'est comme s'il gérait la moitié de la France. La moitié. Et c'est ça, c'est que les problématiques de ces responsables de ville ou ces responsables de région sont complètement surmultipliés. Donc on ne peut pas avoir notre petit raisonnement en nous disant... Et c'est ça qu'il faut voir avec la Chine. Et Sino-France, c'est un peu ça qui va vous apporter. C'est que on doit vous éclairer par rapport à la Chine et notre réflexion par rapport à la France. Et c'est 2 comparaisons qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire 2 comparaisons parce que c'est... Je vous dis, la France, c'est 2 villes chinoises. La ville de Chongqing, vous mettez la ville de Chongqing et Shanghai, hop, voilà, c'est la France. Eh ben, oui, effectivement, c'est le matin, quand le maire se lève, il a pas du tout les mêmes problèmes. Et on doit bien en être conscient. Alors, on va passer d'ailleurs
en parlant on était sur la sécheresse, Ouais. et la sécheresse, en fait, a amené beaucoup de choses. Les inondations, Ça va avec. mais également, donc, on a eu... Parce qu'en fait, la sécheresse complètement bloque les sols. C'est-à-dire que les sols n'absorbent plus. Ils n'absorbent plus. Et donc après, comme toujours, quand il pleut, en Chine, pendant les périodes de juillet, il y a des grosses pluies parce que c'est les queues de moussons et tout ce système climatique du sud asiatique, et donc les remontées. Et là, Chongqing, qui était dans une détresse complète avec la sécheresse, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est les inondations. Et donc, c'est le cycle sécheresse, inondation, et là, donc, c'est là où on voit aussi que la gestion de l'eau et des barrages hydroélectriques est très importante. Bien sûr. Et on a vu, alors que ça a été décrié, on a dit oui, la Chine fait des retenues pendant la sécheresse, ouais. Et c'est ça qui est important, tout le bassin du Mékong, ouais. Tout le bassin du Mékong a été préservé et les niveaux de l'eau du bassin du Mékong ont été préservés grâce à la gestion de l'eau et la gestion. Ils auraient pu très bien couper tout pour que les rizières et ainsi de suite, mais ça aurait été une catastrophe complète. Et en fait, ça n'est pas arrivé. Il y a eu une réunion du bassin du Mékong, une réunion des ministres des Affaires. Ils ont créé une commission. En même temps, pour la stabilité de la région, c'est primordial que ça se passe bien. Parce que sinon... mais ça aurait été une catastrophe terrible. Hein, entre le Brahmapoutre, et c'est pour ça. C'est très sensible. On parle, bien souvent, on oublie que le Tibet, c'est lui qui régule. C'est le départ. C'est le régulateur de toute l'eau. Ouais. Un tiers du continent mondial part du Tibet. Et donc, pourquoi le Tibet était très important en termes géostratégiques? Et ce n'était pas les moines. Tout à fait. C'était pas les moines, c'était l'eau.